Le traîneau du gros contrôleur. Nous sommes à quelques jours de Noël, et sur Chicalor, tout le monde se prépare pour le réveillon. Une grande foire est organisée pour l'occasion au château des Elfes, et c'est Thomas qui s'occupe des invités. Le comte, lui, ne tient pas en place. Bonjour, Thomas! Une seule chose l'obsède, que la foire soit un succès. Bienvenue, mesdames et messieurs. Avancez! Je vous invite à vous rendre dans la salle d'exposition au premier. Attention à la marche! Tiens, mais voilà Winston, et le gros contrôleur. Bonjour! Je vous attendais. C'est bien que vous ayez pu venir. Ah non, voyons, c'est normal, Sir Robert. En quoi puis-je vous aider? Dites-moi tout. Eh bien voilà, j'espérais un peu que vous accepteriez de vous déguiser en Père Noël pour le dernier jour de la foire. D'accord, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà joué les doublures du vrai Père Noël il y a 10 ans. Oh, oh, oh. Splendide! Au fait, je vais bien sûr vous faire défiler dans un beau traîneau. Chouette, hein? Qui? Moi? Mais je suis désolé, mais je n'ai jamais conduit de traîneau. Pourquoi est-ce que je ne m'installerai pas dans Winston? Ce qui est sûr, c'est que les voitures, j'arrive à les conduire. N'est-ce pas, mon petit Winston? Oui, vous conduisez très bien. La conduite d'un traîneau est un jeu d'enfant. Vous y arriverez. Je n'ai aucun doute sur vos talents, mon cher. À tout à l'heure! Le pauvre gros contrôleur est pris de panique. Comme il n'est pas question qu'il monte dans un autre véhicule, il passe voir Victor pour lui demander s'il ne pourrait pas déguiser Winston en traîneau. C'est bon. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi aussi, Kevin. Grâce à vous, Winston est tout simplement magnifique. L'ennui, c'est que Victor et Kevin ne sont pas exactement du même avis. Et d'ailleurs, Winston aussi a des doutes. Au château des Elfes, Thomas s'en retourne chercher d'autres visiteurs aux quatre vents quand tout à coup... Oh, mais je rêve! C'est toi? Non, impossible! Pauvre Winston! Pourquoi tu te balades dans cet accoutrement? Le gros contrôleur tient à ce que je me déguise en traîneau. Mais on va se moquer de moi. Oui, et c'est vrai que tu as l'air ridicule. Je vous assure, attendez de voir le résultat, Sir Robert. Ils ont fait un sacré travail en très peu de temps. Et moi, Oh, impossible! Je suis obligé de vous dire non. Enfin, personne ne croira jamais que cette voiture est le traîneau du Père Noël. Mais j'ai... Non! Mon choix est le meilleur. Je vais vous dénicher un traîneau digne de ce nom. Mais vous êtes sûr que c'est sans danger? Je vous rappelle que je n'ai jamais conduit de traîneau. Mais tout ira bien. J'ai confiance en vous, mon cher. Et c'est ainsi que le dernier jour de la foire, Thomas se rend au port de Brendam pour aller chercher une cargaison un peu particulière. Et oui, le comte a eu le dernier mot. Le gros contrôleur va l'avoir, son traîneau du Père Noël. Vas-y doucement, c'est très fragile. S'il y en a un qui doit faire attention, c'est toi, Thomas. La météo a dit qu'il allait geler. Les rails risquent d'être très glissants. Aucun souci. C'est promis, je serai prudent. Thomas prend ensuite la direction du château des Elfes en faisant attention où il met les roues comme lui a conseillé Cranky. J'ai hâte de voir la tête des enfants quand ils verront arriver le gros contrôleur déguisé en Père Noël dans son joli traîneau. Ça va être tellement drôle. Oh, passez-moi, je surchauffe. Les rails sont glissants. Cranky avait raison de me dire de me méfier. Eh oui, ce n'est pas facile. Surtout quand on doit monter une côte aussi pentue que celle qui mène au château du comte. Mais Thomas s'accroche et il réussit finalement à atteindre le sommet. Il est accueilli par un Sir Robert, très impatient de découvrir ce qu'il a commandé. Ah, Thomas, ça fait bien 10 minutes que je t'attends. On va se dépêcher de décharger, il y a encore plein de choses à faire. Les enfants sont très excités. Mets-toi à leur place. Ils vont bientôt rencontrer leur héros en personne. Justement, il est où le Père Noël? Le voilà qui arrive, là-bas. Oh,
oh, oh, oh, oh. Hein? Oh, oh non! Alors, que pensez-vous de cette merveille? Pas mal, hein? C'est le plus beau traîneau qui existe dans tout l'univers. Oui, je suis d'accord, il est beau, mais peut-être que si je marchais vers les enfants, ce serait encore plus magique qu'en traîneau. Ne vous en faites pas, je suis certain que tout ira bien. Thomas a raison. Installez-vous confortablement et moi je vais aller chercher les rennes. Quoi? Des reines? Vous ne m'aviez pas dit qu'il allait y avoir de vraies reines? Thomas, tu ferais peut-être mieux d'aller te garer plus loin. Avec plaisir, monsieur. Thomas recule pour libérer le passage, mais il ne voit pas que le bras d'accrochage du traîneau est posé en travers des rails. Oh, stop! Arrête-toi! Thomas appuie à fond sur ses freins, mais il glisse sur les rails comme sur une patinoire. Non! Et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe. Au secours! À l'aide! Je vous répète que je ne sais pas conduire un traîneau! Au secours! Pas de panique, les secours ne sont pas loin. Tenez-vous, chef. J'arrive, je suis derrière vous. Stop! 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 Où sont les freins sur cet engin? Oh, non! Ah! Je suis là. Thomas! À l'aide! Monsieur Hart, j'espère que tout va bien. Cher Robert! Pardon, mais les enfants commencent à perdre patience. Mais où sont passées les reines et le Père Noël? Hélas, notre traîneau est en train de dévaler la pente avec le Père Noël. Enfin, pardon, le gros contrôleur coincé à l'intérieur. Oh non! Thomas! Eh oui, c'est bien la petite locomotive bleue qui remonte vaillamment la côte, en tirant le traîneau dans lequel bougonne un gros contrôleur très fâché. Une branche s'est accrochée à sa cheminée, et devinez à quoi il ressemble comme ça. À un renne, bien sûr. Je vous avais bien dit que je ne savais pas conduire un traîneau, n'est-ce pas, Sir Robert? Heureusement qu'il y avait Thomas pour venir jouer le rôle du renne. Et à vrai dire, je trouve qu'il lui manque juste un petit accessoire pour entrer totalement dans le personnage. Oh, voici Thomas, la machine de Noël au nez rouge. Allez, au travail Thomas. Il y a plein d'enfants qui t'attendent là-bas. Tu sais, le vrai Père Noël serait très fier de nous deux, crois-moi. Et c'est ainsi que Thomas, la locomotive au nez rouge, emmène le faux Père Noël dans la cour principale du château des Elfes pour le plus grand bonheur des enfants venus des 4 coins de Chicalor. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, les enfants! Stafford le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas. Salut Stafford. En s'approchant de la gare du Puy-Sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas! Regardez, il y a Stafford aussi. Hey, bonjour, comment ça va?
Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange. Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. Oh, j'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de tronc qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford? Ça ne va pas? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas? On peut te donner des leçons? Tu es sérieux? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford? Et maintenant, c'est à toi. Tchouf, 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 tchouf. Bravo! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi, tu dois faire pareil, Stafford. Pouf, 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 pouf. Oui, bien, chapeau. On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci Thomas. Merci Percy. Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford, on croirait entendre une locomotive à vapeur. Tant mieux, c'est fait exprès justement. Ah, merci. Ça y est, je suis enfin comme eux. Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbres. Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Oui. Encore un son que font les engins à vapeur. Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit. Oui. Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Oui. Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur. Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh, c'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. La petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Stafford n'a jamais été aussi heureux. Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie. Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attelle à des wagons réservés au transport d'animaux, puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Pouf, 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 tchou, 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 wish. Pouf, 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 tchou, 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 wish. Pouf. 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur. Et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite.
En voyant la scène, Monsieur McCall se fâche tout rouge. C'est malin. J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non! Je suis désolé, Monsieur McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, Oh. il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, Monsieur McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Stafford? Pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit? Alors tu n'aimes plus dire wish et wouh wouh? En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux. Chut. Le nouvel ami de Luke. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh... Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil, Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh. Luc est triste de voir le jeune cerf partir.
Mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près. Même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, Oh non! le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons! Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère. Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière. Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible. À soulever des blocs de pierre sans trop grincer. Ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... tellement silencieux. Le fan, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y,
Suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici, avec sa famille. Oh, 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 regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux, et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration. Ah, c'est pas idiot ça. Et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'elle veut dire, c'est que
Les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh. Non, mais ça serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, non, pas besoin de nettoyage puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Oh. Ouah. Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Flynn déprime. Ce jour-là,
Thomas est chargé de faire le tour de Chicalor en compagnie du gros contrôleur et d'une équipe d'inspecteurs des chemins de fer. Parfait. C'est bon, tout est en ordre. Alors maintenant, nous allons au centre de recherche et de secours. D'accord, Thomas? Bien, chef. C'est parti, on y va! Au centre de recherche et de secours, Belle et Flynn attendent de passer l'inspection avec impatience. Regarde! J'arrive à atteindre ce grand arbre sans problème. Et alors? Moi aussi, je le touche. Et aussi celui qui est derrière, par-dessus le marché. Oh. Je vous présente nos 2 véhicules de pompiers. Belle et Flynn. Ah, je vois. Les canons à eau de Belle sont directement reliés à sa citerne. C'est très pratique, ainsi que vous venez de le voir il y a 2 minutes. Belle? Désolé, monsieur. Bien. Très impressionnant. Flynn, d'un autre côté, a un réservoir spécial pour approvisionner ses lances à incendie et ses canons. Et, cerise sur le gâteau, il peut à la fois rouler sur des rails et sur la route. Exact. Tenez, voilà comment je procède pour faire l'échange. C'est super facile. Bonne idée. C'est plutôt utile. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez vraiment besoin de 2 véhicules de pompiers? Un seul suffirait, non? Si nous vivions sur une île minuscule, j'imagine que oui. Seulement, moi, je trouve que nous sommes plus en sécurité avec 2. Oui, je vois. Bien pensé. Au travail! La cloche sonne, on a un incendie! Vite, il y a le feu dans une remise près du puits sec. Il faut y aller. Belle met tout de suite le cap sur la gare du puits sec. Elle sait qu'il n'y a pas 1 minute à perdre. Mais comme c'est plus rapide d'y aller par la route, Flynn change de roue et quitte la voie ferrée. Super pompier Flynn, à la rescousse! J'avance encore plus vite que le vent! Flynn aperçoit au loin une épaisse fumée noire. Il n'est plus très loin quand tout à coup... Oh non! C'est pas le moment d'avoir un pneu crevé! Pauvre Flynn, ce n'est pas son jour de chance, on dirait. Il est coincé en plein milieu de la route et il ne peut que regarder Belle arriver sur le lieu de l'incendie. En quelques minutes, elle éteint le feu sans l'aide de personne. Sous les regards très impressionnés des 3 inspecteurs. Belle est une excellente recrue pour les pompiers. Je confirme, elle est douée. Bien joué, Belle. Bravo, là tu nous as épatés. On se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que tu es là. Arrêtez les compliments, Belle est toute rouge. Vous êtes trop gentil, merci. Flynn, lui, est terriblement déçu. Oh, normalement, c'est moi qui aide les autres et aujourd'hui, c'est moi qu'on doit venir secourir. Je suis désolé, Butch. Allons, n'en fais pas toute une histoire, Flynn. Tu te rachèteras la prochaine fois. Oui, tu as raison, évidemment. Et puis après tout, c'est pas grave un pneu crevé. Je suis toujours Flynn le flamboyant. Quelques jours plus tard, la sonnette d'alarme retentit à nouveau. Oh! Harold a remarqué un début d'incendie alors qu'il survolait la forêt pelée. Belle est prévenue? Non, elle n'est pas là. Il n'y a que toi. Je m'en occupe. Super pompier Flynn, à la rescousse! Cette fois-ci, Flynn décide de rester sur les rails. Comme ça, au moins, il est sûr de ne pas crever un de ses pneus. Je ne m'arrête pas, Thomas. J'ai un incendie à éteindre. Flynn aperçoit au loin un filet de fumée noire. Le feu n'a pas l'air d'être très important. À vrai dire, on dirait plus de la vapeur que de la fumée. Oh! Tiens, salut, Flynn. Belle? Si je comprends bien, tu as déjà éteint le feu. Mais enfin, tu aurais dû m'attendre. Je t'aurais donné un coup de roue. Mais un feu, ça n'attend pas, Flynn. Tu le sais bien, quand il y a une urgence, on doit intervenir. Même si elle a raison, Flynn est très déçu.
Ce n'est pas grave, tu sais. C'était un tout petit feu de rien du tout. Non, la vérité, c'est que tu t'es très bien passé de mon aide. Je t'ai vu, tu t'es débrouillé comme un chef. Peut-être que l'inspecteur a raison, tu sais. Oh, peut-être que le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers sur sa ligne. Quelques jours plus tard, Thomas vient exprès voir Flynn pour lui annoncer une grande nouvelle. Voilà, il va y avoir un grand spectacle de feux d'artifice ce soir, là-haut au château des elfes. Et donc le chef a demandé que ce soit toi qui sois de garde au cas où il y aurait un incendie. Tu devrais demander à Belle. Belle est la championne des feux. Et en plus, elle n'a pas besoin d'aide. Pas question, le gros contrôleur te veut toi. Et après tout, c'est toi, Flynn, le flamboyant. Mais le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers. Thomas va donc proposer le travail à Belle à la place. Un peu plus tard, ce même soir, il emmène les visiteurs au château des elfes pour assister au feu d'artifice. Belle est à son poste, prête à intervenir en cas d'incendie. Flynn, en revanche, est introuvable. Il a préféré rester dans son hangar près du centre de recherche et de secours. Et le pauvre a le cœur gros. Thomas est aux premières loges pour admirer les premières fusées qui transpercent le ciel. Le spectacle est grandiose. Vite, passez-moi, je surchauffe. Tu plaisantes, c'est plutôt les fusées qui font des étincelles. Tu savais qu'il y avait de la poudre dedans? Belle est la seule à ne pas avoir les yeux rivés au ciel, au cas où quelqu'un ne s'écrie. Au feu! Vite, au feu! Dépêche-toi! Tu dois foncer sur les lieux! Je te dis qu'il y a le feu! Vous pouvez vous passer de moi. Belle va s'en occuper. En plus, elle est déjà sur place au château des elfes. Oui, mais ce n'est pas au château qu'il y a un incendie. C'est sur le port de Brendam. Belle ne peut pas y aller. Elle est obligée de rester au château. Tu en es sûr? Remue-toi, Flynn. On a besoin de toi. Toi seul peux éteindre le feu avant qu'il ne détruise les hangars. Bon, d'accord. C'est bon, j'y vais. Super pompier Flynn à la rescousse! Le feu s'est déclaré à l'intérieur d'une remise et des hommes essaient désespérément de l'éteindre. Mais avec des seaux, ils n'ont aucune chance, alors que Flynn, lui, a tout le matériel qu'il faut. Flynn le flamboyant, à votre service! Des lances à incendie, des canons à eau et en prime, une citerne renfermant des centaines de litres d'eau. Sans oublier des roues qui lui permettent de rouler sur des rails ou sur du goudron. Grâce à Flynn, l'incendie est rapidement éteint. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que notre super pompier rentre chez lui. Pendant ce temps-là, au château des elfes, Belle s'assure toujours du bon déroulement du spectacle. Sur le chemin du retour, Flynn aperçoit les fusées qui explosent au-dessus de lui. Et ça le rassure de savoir que Belle monte la garde au château. Finalement, le gros contrôleur a raison quand il dit qu'on n'est pas trop de 2 pour assurer la sécurité de notre belle Chicalor. Absolument. Grâce à Flynn et à Belle, les habitants de Chicalor ne craignent plus les incendies. L'express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stephen est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stephen. Stephen, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais à un âne et une carriole, je veux bien.
La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicalor. Stephen passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stephen est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve... Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je ne suis plus tout jeune. Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stephen à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stephen puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stephen est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stephen. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Ah, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Rayou! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stephen doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas. La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Emily. L'avantage, c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrées à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon. Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies tel que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne leur as pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas.
Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh, non, non! On va trop vite! Jules! Freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin! Stephen, quel est ce cirque? Je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide. Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée, et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh! Laissez passer l'escargot! Ah, non, pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes! Pas de neige pour Thomas. C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor. Le vent est glacial et les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. Et d'après la météo, il va sûrement neiger très bientôt. En prévision, les locomotives se sont équipées d'un chasse-neige parce qu'on n'est jamais trop prudent. Coucou, Edouard! Toi, je vois que tu as écouté la météo. Oh oui, Percy. Maintenant, avec le chasse-neige, je suis tranquille. Mais tout le monde ne pense pas la même chose. Thomas, par exemple, déteste rouler avec un chasse-neige. Alors, pour s'en débarrasser, il va le cacher sur une voie de garage pendant que personne ne le regarde. Je vais laisser mon chasse-neige ici, dans la forêt. Et je vais faire croire aux autres que je l'ai perdu. Thomas raconte alors un gros mensonge à son conducteur. Il lui fait croire que le chasse-neige n'est pas de la bonne taille et qu'il faut l'enlever tout de suite. Ah, c'est plus agréable comme ça. Je me sens mieux. Tout content, Thomas retourne à la gare de triage. Oh, Thomas? Mais qu'as-tu fait de ton chasse-neige? Tu ne vas jamais me croire. Je l'ai cherché partout, mais impossible de remettre la roue dessus. Et cette nuit-là, comme la météo l'avait prévu, il se met à neiger. Très vite, un grand manteau blanc recouvre chaque centimètre carré de Chicalor, y compris les rails, les quais de gare et les ponts. Le matin venu, au moment d'aller travailler, toutes les locomotives mettent leur chasse-neige pour pouvoir circuler plus facilement. Enfin non, toutes sauf une. Et il y a quelqu'un que ça met très en colère. Thomas, comme tu n'as pas de chasse-neige pour dégager la voie, tu vas devoir rester ici dans ton hangar. C'est trop dangereux de rouler sans équipement adapté. Pas de souci, monsieur. Émilie, comme toi tu as l'air d'être plus prévoyante, je vais te demander de déblayer la ligne de Thomas. On ne sait jamais. D'accord, monsieur. Thomas bouillonne de joie. Je ne suis pas forcé de mettre un chasse-neige, c'est le bonheur. En revanche, il y en a une qui fait la tête, c'est Émilie. Au lieu d'être au chaud dans un hangar, la pauvre a les roues gelées à force de patauger dans la neige. C'est trop injuste. Pourquoi moi, je suis obligée de mettre ce stupide chasse-neige et pas Thomas? C'est alors qu'elle entend des enfants éclater de rire.
Je parie qu'ils sont en train de se moquer de moi. Tout ça parce que j'ai l'air ridicule avec ce machin devant moi. La colère de la petite locomotive verte monte d'un cran. Mais alors qu'elle s'approche des enfants, elle s'aperçoit qu'ils sont en train de jouer dans la neige. Pendant que certains font de la luge, d'autres fabriquent d'énormes boules de neige. Ah! Je me suis trompée, les enfants ne se moquent pas de moi. Ils profitent du temps pour faire toutes sortes de jeux. Finalement, la neige, c'est moins ennuyeux que je ne le croyais. De son côté, Thomas s'ennuie ferme. La journée lui semble terriblement longue. Ce qui me console, c'est que je ne suis pas forcé de rouler avec un chasse-neige comme Émilie. Youpi! Et vous, vous trouvez qu'Émilie a l'air de s'embêter? Elle s'amuse même tellement à rouler dans la neige que la voie est dégagée en un rien de temps. Je te félicite. Comme tu as fait de l'excellent travail, je vais te confier une mission spéciale. Tu vas aller chercher Annie et Clarabelle et tu remplaceras Thomas sur la ligne principale, d'accord? Merci beaucoup, chef. Voilà une récompense bien méritée. Au même moment, Thomas commence à trouver le temps long coincé dans son hangar. Oh, là, je paierai cher pour avoir quelque chose à faire. Je ne comprends pas pourquoi tu détestes ton chasse-neige, Thomas. C'est tellement chouette de rouler dans la neige. Vraiment? Et devine quoi? C'est moi qui vais prendre Annie et Clarabelle pour travailler sur ta ligne. Première nouvelle, Thomas est sous le choc. Ils sont à moi, ces wagons! Et c'est mon travail! Oui, mais tu n'as pas le droit de sortir du hangar. Je te rappelle que tu n'as pas de chasse-neige. Tel est prix qu'il croyait prendre. Thomas ne peut que laisser Émilie partir avec ses wagons adorés. À tout à l'heure, Thomas. Salut, Thomas. Cherche bien, ton chasse-neige ne doit pas être loin. Pour un peu, Thomas se taperait la tête avec une clé à molette. Qu'est-ce qui lui est passé par la chaudière tout à l'heure? Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Si je récupère vite mon chasse-neige, le gros contrôleur acceptera alors de me rendre Annie et Clarabelle. Thomas s'éloigne sans faire de bruit afin que personne ne remarque son départ. Une fois dans la forêt, il se met à la recherche de la voie de garage où il a laissé son chasse-neige. Mais malheureusement, ces portions de voie n'ont pas encore été déblayées. Impossible de voir quelque chose avec toute cette poudreuse. Tous les monticules se ressemblent. Oh non! Le chasse-neige est sûrement caché sous ce manteau blanc. On ne le voit plus. Thomas n'a pas du tout envie de retourner à la gare de triage. Lui, ce qu'il veut, c'est rouler dans la neige avec ses wagons. Mais suis-je bête? Je n'ai pas besoin de mon chasse-neige. Avec un peu de chance, Émilie a fini de dégager ma ligne. Tout content, le voilà qui met le cap sur la ligne principale pour parler à Émilie. Tout à coup, le temps se gâte et des flocons se remettent à tomber. Et c'est la catastrophe. Il faut que je trouve Émilie. Il faut que je trouve Émilie. La neige tombe de plus en plus et Thomas, qui a du mal à voir devant lui, commence à regretter son hangar. La couche de neige recouvrant les rails devient de plus en plus épaisse. Et très vite, les roues de la petite locomotive bleue n'arrivent plus à avancer. Oh non! La situation empire très vite. La couche de neige arrive presque aux premières branches des arbres. Oh, c'est affreux. Et finalement, je regrette de l'avoir caché, mon chasse-neige. Il réalise qu'avec ses bêtises, il risque de passer la nuit dehors dans le froid. D'ailleurs, ses pistons sont déjà gelés et sa cheminée est toute glacée. Le pire, c'est que personne ne sait que je suis ici. Ouf, tout n'est pas encore perdu. Un bruit de moteur résonne dans la forêt. Mais qui se promène à cette heure-là? Ah, Émilie! Salut, Thomas. Je suis drôlement contente de te voir, tu sais. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête. Nous sommes passés à la gare de triage, mais tu n'y étais pas. Le gros contrôleur, lui, a l'air d'être sur le point d'exploser. Ah bravo, c'est malin. Voilà ce qui arrive quand on désobéit à son chef et que l'on sort sans chasse-neige. Oui, je sais, pardon. J'ai été le cacher tout à l'heure. Et maintenant, je n'arrive plus à le retrouver. C'est de ça qu'on voulait te parler, justement. On l'a retrouvé sous un tas de neige un peu plus loin. Ah, merci beaucoup, Émilie. Pardon, monsieur. Parfois, on n'a pas le choix.
Et quand la météo l'exige, on doit porter un équipement adapté. À partir de maintenant, quand il se mettra à neiger, c'est avec plaisir que je roulerai avec. Bravo! Et j'espère que ça te servira de leçon, Thomas. Demain matin, c'est toi qui iras dégager les voies pour aider Émilie. Oui, d'accord, mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Tu nous suis? Émilie fonce à toute vapeur à travers la poudreuse. Derrière, Thomas a hâte de savoir quelle est cette fameuse surprise. Mais voilà qu'Émilie ralentit près du champ où se trouvent des enfants. Wow! Regarde-moi tous ces bonshommes de neige! J'ai un petit faible pour celui qui a l'allure d'un chef. Un chef toujours très élégant. On a tout de suite l'air plus chic avec un chapeau. Non! Pantouche, je n'ai pas la chance d'avoir des cheveux pour me chauffer le crâne. Gordon bloqué. C'est l'hiver sur Chicalor, et le travail est compliqué avec le froid. Heureusement, il est l'heure de rentrer pour Thomas et ses amis. Et ils rêvent tous de faire un gros dodo au chaud. Mais quand ils arrivent devant les hangars, mauvaise surprise. La plaque tournante ne peut plus bouger à cause du gel. C'est vraiment pas de chance. La plaque tournante est bloquée devant 2 rails. Une seule locomotive va donc pouvoir passer la nuit au chaud dans son hangar. Oui, mais laquelle? C'est moi qui devrais dormir à l'intérieur. Désolé, je ne suis pas comme vous, moi. Il vaut mieux que je passe la nuit au chaud. Moi non plus, je n'ai pas du tout envie de dormir dehors, Gordon. La neige et le gel risquent d'abîmer ma belle carrosserie et ça m'ennuie un peu. Oui, mais pensez à Percy. Il va aller livrer le courrier tard dans la nuit. Et en rentrant, il voudra se mettre au chaud. Ça m'est égal, Thomas. Je trouverai un endroit dans lequel dormir. Non, Percy, c'est toi qui dois dormir dans ce hangar. Et nous, on va tous aller se trouver un petit abri ailleurs. Alors dors tranquille. Finalement, toutes les locomotives sont d'accord pour laisser le hangar à leur ami Percy. Et les voilà donc partis à la recherche d'un autre abri pour la nuit. Un peu plus loin, elles croisent Flynn, qui vient tout juste d'éteindre un incendie. Je peux savoir ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit? Les rouages de notre plaque tournante ont gelé. Du coup, on doit trouver un autre endroit où passer la nuit. On a 2 hangars vides au centre de recherche et de secours. Si ça vous dit, on vous les prête. Non, merci, ce sera sans moi. Hors de question que je passe la nuit là-bas. J'ai les oreilles fragiles et le sommeil trop léger. L'alarme fait un boucan du diable et je vais sûrement mal dormir. C'est donc James et Emily qui sont choisis pour aller au centre de recherche et de secours. De leur côté, Thomas et les autres décident de passer voir chez Victor s'il ne pourrait pas les accueillir pour la nuit dans son atelier. En fait, mes chers amis, je vais seulement avoir de la place pour 2 locomotives, désolé. Pas question que je reste dormir ici. Ça va me porter la poisse. À chaque fois que je pense à cet atelier, je tombe en panne. Et vous me connaissez, quand je dors mal, le matin, je suis de mauvaise humeur. Oh ça oui, on le sait. Mais n'empêche que tu ne peux pas passer la nuit dehors. Je te rappelle que la neige et le gel sont très mauvais pour les moteurs. Au fait, si je me souviens bien, il y a un hangar vide à la décharge. Je refuse d'aller dormir au milieu d'un tas de poubelles. Et puis quoi encore? Non, c'est hors de question. Thomas et Gordon abandonnent donc Henry et Edward qui ont décidé de dormir à l'atelier. Gordon est persuadé qu'il va trouver un meilleur abri pour passer la nuit. C'est alors qu'il croise Norman, occupé à livrer son dernier chargement de la journée. Bonsoir, Norman. Les rouages de notre plaque tournante ont tous gelé. Tu ne connaîtrais pas un endroit où on peut dormir? Oui, il y a de la place pour une locomotive à l'atelier des diesels. Prenez-la si ça vous intéresse. Moi, je refuse de mettre une roue chez les diesels, c'est sûr. Ça sent trop mauvais. Et je n'ai pas très envie de me tâcher, je viens de me laver. Tant pis pour Gordon. Thomas accepte volontiers l'offre de Norman et file chez les diesels. Du coup, Gordon se retrouve seul. Je suis sûr et certain qu'en cherchant bien, je peux trouver quelque chose de mieux qu'un box chez les diesels. Plus facile à dire qu'à faire. Car il a beau se creuser la chaudière, il ne voit pas où aller. Soudain, une idée lui traverse enfin la cheminée. Oh, je l'ai trouvé, la solution. Ces idiots sont tous partis dormir dans des hangars qui ne sont pas les nôtres, alors qu'avec un peu de chance, la plaque tournante a été réparée depuis longtemps.
Et non, raté. La plaque tournante ne fonctionne toujours pas. Elle est toujours bloquée par le gel. Et malheureusement, il n'y a toujours accès qu'à un seul hangar. Quelle bande d'idiots, quand même. Moi, au moins, je sais où je vais dormir cette nuit. Tard dans la nuit, Percy revient à la gare de triage après avoir livré tous les sacs de courrier. Le pauvre n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Hélas, le hangar est déjà occupé. Gordon, hein? Oui, quoi? Je suis en train de dormir. Fais-moi de la place. Allez, pousse-toi. Je suis trop fatigué pour me chercher un autre hangar. Mais faudra bien pourtant. Tu vois bien que ce box est trop petit pour contenir 2 locomotives. Si tu veux passer la nuit au chaud, moi je te conseille d'aller voir Whiff. Il y a une place de libre dans sa décharge. Percy est loin d'être emballé par cette idée. Mais il est trop épuisé pour se disputer avec Gordon. Il part donc à la décharge pour prendre un repos bien mérité. De son côté, Gordon est absolument ravi d'avoir la gare de triage pour lui tout seul. Ça me donnerait presque envie de demander au gros contrôleur si je ne pourrais pas avoir un hangar rien que pour moi. C'est tellement plus tranquille ici sans les autres locomotives qui parlent tout le temps et qui m'ennuient avec leurs histoires sans importance. Hein? Malheureusement, pour le calme et la tranquillité, il faudra repasser. Les ouvriers continuent de réparer la plaque tournante et ils font beaucoup de bruit. Impossible de fermer l'œil dans ces conditions. Gordon est furieux. Le matin arrive sans qu'il ait pu se reposer. Et comme d'habitude, son conducteur s'active à préparer sa chaudière pour la journée de travail qui les attend. Hurrah! On a terminé! On peut être fiers de nous! Bonne nouvelle, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Enfin, j'ai parlé trop vite. Après avoir fait à peine un quart de tour, elle se bloque encore une fois à cause du gel. Stop! Arrête-toi, Gordon! Non, stop! Ne recule pas! Surpris, Gordon manque d'en avaler son sifflet. On ne plaisante pas avec les horaires quand on est en charge de l'Express. Oui, mais voilà, la plaque tournante est toujours bloquée. Personne n'arrive à la faire bouger. Du coup, Gordon reste coincé dans son hangar. Oh, quelle humiliation! Et les choses ne sont pas près de s'arranger. Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications. Les passagers de l'Express sont allés se plaindre du retard. Dis, je peux savoir ce que tu fais là? Édouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici, à la gare de triage. Oh, je suis désolé, monsieur, mais moi aussi j'avais envie de dormir au chaud cette nuit. Percy n'a pas protesté d'ailleurs. C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé. Hein? Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Salut! Comment ça va, tout le monde? Je sais ce que l'on va faire. Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée. Et c'est James qui ira s'occuper de l'Express. Mais c'est moi qui suis en charge de l'Express. Je ne peux pas te confier ta mission habituelle puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar. Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage pour superviser les travaux de réparation. Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Je donnerais n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail, comme la locomotive efficace que je suis vraiment. Après une nuit d'efforts, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Ça fonctionne! On peut être fiers de nous! Ouais. Gordon est ravi. Il peut enfin sortir de son hangar. Seulement le temps a passé et il fait déjà nuit. Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail. Gordon est terriblement déçu. C'est affreux, mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée et j'ai honte, sachez-le. Oh, mais si tu tiens à te racheter, mon cher Gordon, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir. Oh non! Ça, c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons. Faux, Gordon. La roue a tourné, comme dit le dicton. Alors ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs. Un point, c'est tout. Quelle humiliation! Un cadeau de Noël pour Sydney. On va fêter Noël dans quelques jours sur la petite île de Chicalor. Partout, les gens décorent des sapins avec des boules de couleurs et des guirlandes.
Les passagers se bousculent dans les trains, des cadeaux plein les bras pour leur famille. Et on a même installé un sapin de Noël à la gare de triage pour les locomotives. Pour ne pas faire de jaloux, chez les Diesel aussi, on a mis des décorations. Mais Diesel 10 trouve quand même une raison pour rouspéter. Je vous ferai remarquer que les locomotives à vapeur ont beaucoup plus de décorations que nous. Oui, je suis allé chez eux chercher des wagons tout à l'heure. Il y avait des centaines de guirlandes partout. Et moi alors? Je suis une boule de Noël géante. Oui, on a Sydney, mais c'est une question de principe. Moi, je dis qu'on a besoin de plus de décorations de Noël. Et justement, il se trouve que je connais un endroit où il y en a plein. Paxton, tu viens avec moi. Moi? Mais le gros contrôleur m'a demandé d'aller chercher un wagon au hangar et de le rapporter ici. C'est moins important, ça. Dépêche-toi. Oh, ça va me retomber dessus, cette histoire. Un peu plus tard, ce même soir, à la gare de triage, une mauvaise surprise attend Thomas et ses amis à leur retour du travail. Où est passé notre joli sapin de Noël? Ça, je me le demande. Il était là quand je suis parti ce matin. Moi, je sais. Quelqu'un a dû le faire tomber. Ou peut-être qu'on est venu nous le voler? Qui serait assez méchant pour venir voler le sapin de ses amis? Noël, c'est la période où l'on fait preuve de gentillesse et aussi de générosité. Alors, on n'a pas le droit de prendre des choses qui appartiennent à d'autres. Oh, flûte de zut! Il n'arrête pas de tomber! Si ça se trouve, on doit le poser sur quelque chose. Tu ne crois pas, Diesel 10? Voilà. Maintenant, on a notre sapin de Noël, et il sera très bien à cette place-là. Par contre, il lui manque des guirlandes lumineuses. Ah! Et aussi, une grosse et belle décoration pour mettre en haut du sapin. Oh. À ce propos, je suis là, moi. Et regardez, je suis juste au-dessus du sapin. Tu es très bien là-haut, alors reste-y. Du moment que tu prends ton médicament contre le vertige, tout va bien. Paxton, allez, viens, on sort. Un peu plus tard, cette nuit-là, une autre mauvaise surprise attend Thomas et ses amis près de leur hangar à la gare de triage. Oh non! Où sont passées toutes nos belles guirlandes? C'est tout simplement scandaleux. Quelqu'un s'est amusé à décrocher toutes nos décorations de Noël. Mais il faut être très méchant pour voler les guirlandes lumineuses de quelqu'un d'autre. Mais je croyais que vous vouliez mettre des petites lumières dans le sapin, moi. Sois gentil, mêle-toi de tes affaires, Sydney. Si tu veux, tu peux jouer les décorations de Noël, comme tu es déjà accroché au plafond, en attendant que tes nouvelles roues soient enfin livrées. Et sans vouloir te vexer, il faudrait quelque chose de plus joli pour le sapin. Ah bah ça tombe bien parce que je connais un endroit génial, moi. Hein, Paxton? Non, ce sera sans moi. Ne compte plus sur moi pour t'aider dans tes combines. Et je te rappelle que le chef m'a demandé d'aller chercher un wagon. Alors au revoir. Le lendemain, profitant de l'absence des locomotives à vapeur qui sont toutes parties travailler, Diesel 10 pénètre dans la gare de triage. Il est loin de se douter qu'une petite locomotive verte l'observe. Ça y est, je l'ai. Diesel 10 oh. Coucou, Percy. Je ne savais pas que tu étais caché dans ce coin. Non, tu vas tout de suite remettre ça à sa place. Pas envie. Diesel 10 prend la fuite avec la guirlande de branches de sapin dans la pince. N'écoutant que son courage, Percy part à sa poursuite. Suis ce diesel! Vite! Il vient de nous voler une guirlande! Allez plus vite, on accélère!
Ah, c'est malin. Diesel 10 a maintenant toutes les locomotives à vapeur à ses trousses. Et tout ce petit monde le suit jusqu'à l'atelier des Diesel. Tu n'es qu'un voleur. Eh, mais il est à nous, ce sapin de Noël. Oh, bravo. Tu nous as aussi volé nos petites lumières. Pareil pour cette guirlande de sapin. Ce n'est pas juste. Vous avez plus de décorations de Noël que nous. C'est toujours la même histoire. Les vapeurs passent avant les diesels. Non, là c'est toi qui exagères. Le gros contrôleur aime toutes ces locomotives. Non. Les copains, regardez ce que le gros contrôleur nous a fait livrer pour mettre dans l'atelier. Oh, salut la compagnie. Qu'est-ce qui vous amène? Waouh! Mais regardez toutes ces jolies décorations! Il est vraiment sublime, ce sapin. Oui, a priori, c'est notre cadeau de Noël. Tu vois? Les locomotives à vapeur récupèrent leurs biens et retournent à la gare de triage. Seul Percy s'attarde chez les Diesel. Sydney, ça fait combien de temps que tu es perché là-haut? Je ne crois pas que ça fasse si longtemps. Enfin, j'ai oublié. Oh, je peux t'aider, ça fait 2 ans et demi. Vous rigolez? C'est très très long comme délai, non? C'est juste un jeu de roue que j'attends. J'ai l'impression que la commande s'est perdue en route. Une idée fuse alors dans la cheminée de Percy. Comme les 4 vents sont sur son chemin pour rentrer à la gare de triage, la petite locomotive en profite pour aller discuter avec le gros contrôleur. Au hangar, Thomas et ses amis sont bien contents d'avoir récupéré leurs décorations de Noël, même si certaines ont mal vécu cette mésaventure et sont à moitié cassées. Oh, non! Encore les diesels, je craque! Arrête, tout va bien. Mais c'est Sydney! Eh oui, Gordon, c'est bien moi. Je te remercie encore, Percy, de m'avoir offert le plus beau des cadeaux de la Terre. Grâce à toi, je vais pouvoir à nouveau me rendre utile et être efficace. Un cadeau? On peut savoir lequel? Mes jolies roues, pardi. Si je comprends bien, tu as offert un cadeau à un vieux diesel? Et après toutes les choses que les diesels ont faites aujourd'hui? Noël, c'est l'occasion de faire preuve de gentillesse et de faire plaisir aux autres. Et justement, voilà pourquoi mes amis Diesel et moi, on s'est tous dit que c'était plutôt vous qui devriez avoir ceci. Mais il fallait ça! Merci. Mais vous allez mettre quoi comme décoration si vous nous donnez les vôtres? Seulement moi et mes nouvelles roues, pardi. Bah quoi, je suis jolie. Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider. Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Qui est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent.
Beaucoup même. Bonjour, Ben. Bonjour, Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne suffit pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible. On n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henry, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non!
Le pauvre Connor est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est allé trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chaud! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu? D'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue?